le Président, cher Gérard Larcher, Mesdames, Messieurs les Présidents, mes chers collègues, et chers toutes et chers tous, en vos grades, titres et égalités. Il faudrait d'abord qu'on rende hommage à Gilles Kepel, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. C'est Gilles Kepel qui, effectivement, m'a parlé du grand continent de Gilles, de Mathéo, je vais appeler par leur prénom, parce qu'entre-temps, on a sympathisé, et je n'étais qu'un modeste passeur, parce qu'ensuite, nous sommes allés voir Gérard Larcher, qui a tout de suite dit oui pour que puissent se tenir ces rencontres. Et je crois que le succès de ce soir, qui est le deuxième succès déjà, à mettre à votre actif, montre que nous avons bien fait. Et on va profiter de ce succès pour demander à notre président d'avoir l'hémicycle la fois prochaine. Non, vous serez d'accord, monsieur le président? Oui, voilà, dans l'hémicycle, comme ça on aura déjà l'hémicycle et puis ensuite la possibilité d'accueillir encore plus d'étudiants. Voilà, d'étudiants et de passionnés de ce que vous faites. Alors, je comptais moi aussi partir dans ma litanie des crises et des disjonctions du moment, mais je crois que ça a été dit et beaucoup mieux que moi, donc je vais les abréger. Effectivement, beaucoup des observateurs de notre temps sont très pessimistes et ont tendance à dire que nous serions au terme de notre route, alors pas celle de Kerouac, mais celle de Cormac McCarthy, que ce serait peut-être la fin de la partie prédite par Samuel Beckett. Et effectivement, au Sénat, c'est peut-être aussi l'occasion de le dire, nous ne sommes pas insensibles à ces questionnements, loin de là. Et nous nous demandons sans cesse comment nous inscrire dans ces nouvelles temporalités. De toute évidence, les institutions n'auront de salut que si elles sont justes et que si elles sont capables de faire dialoguer les démocraties d'en haut et les démocraties d'en bas, selon le titre d'un essai que j'ai trouvé assez lumineux, que j'ai lu récemment, d'Olivier Mongin, qui recommande fortement d'appréhender le pluralisme ambiant, la multitude et l'individu d'aujourd'hui pour faire une nouvelle communauté politique et retrouver ainsi une nouvelle autorité, pour ne pas dire légitimité. Alors, fidèle à son histoire, le Sénat français peut jouer, pour nous, le président l'a rappelé, ce rôle constitutif et constituant. Cela ne peut jamais faire de mal que de revenir à Hannah Arendt, qui rappelle qu'à Rome, tout repose sur l'ancienneté des sénateurs. Olivier Mongin, précisément, à nouveau en exégète de Paul Ricoeur, nous dit ainsi que si le pouvoir est dans le peuple et l'autorité dans le Sénat, le pouvoir politique doit alors se trouver au croisement des deux axes vertical et horizontal. De même que le peuple est comme agora et le Sénat comme assemblée des anciens, ce qui revient à faire le lien entre hiérarchie, fondation et mémoire. Notre Sénat, comme lieu de plusieurs mémoires, comme lieu de raison, que l'on peut opposer aisément à une certaine forme de passion dangereuse du moment à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Le Sénat est bel et bien une vigie de notre temps, de clair-obscur, ne connaissant pas pour l'instant les dérives identitaires et populistes du moment. C'est ça qu'apporte le Sénat en ce moment. Le Sénat est représentatif, s'appuyant encore sur le ciment qu'est la commune et sur ces milliers d'élus locaux qui sont autant de hussards noirs de la République, bien que sans cesse attaqués. Ces terroirs et ces territoires tempèrent notamment les ardeurs métropolitaines que l'on retrouve dans l'autre chambre, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Le Sénat est représentatif parce que diversifié, il est rajeuni, il est féminisé, il est transparent et il est exemplaire, quoi qu'on en dise. Il n'a plus de privilèges. Il est au cœur des grands textes du moment. Le président en a rappelé, mais c'est au Sénat que la loi climat et résilience a été votée et c'est là qu'elle progresse puisqu'on travaille sur les textes et qui en sont la suite. La constitutionnalisation de l'IVG aussi, c'est ici que ça s'est passé. Nous avons travaillé hier soir, je pourrais donner des dizaines d'exemples, mais sur le phénomène mondialisé des fraudes fiscales aux dividendes. Voilà, qui est un débat extrêmement contemporain. C'est ici que ça s'est passé. Pour nous, le Sénat est un meilleur juriste parce qu'il est attaché aux libertés publiques. Il est un meilleur régulateur. Nous pourrons en parler. Il exerce pleinement son devoir de contrôle. On ne citera que l'exemple de la crise sanitaire. C'est ici que le contrôle s'est passé. L'affaire McKinsey, qui parle à chacun, c'est ici aussi que ça s'est passé. Le Sénat fait vivre la séparation des pouvoirs, chère à Pierre Manant, donc la démocratie française. Peut-être est-ce qu'il pourrait se voir renforcé, puisqu'il y a un chantier qu'on nous annonce sur les institutions, dans son pouvoir d'initiative législative, qui lui permettrait, au Sénat, d'enfin faire de la décentralisation, qui nous est très chère, une réalité dans notre pays, parce que tel n'est toujours pas le cas. Alors pour terminer, nous pensons que le Sénat a donc ce paradoxe de la modernité, qui a été évoqué par Emmanuel de Varesquiel. Et il peut avoir ce pouvoir des commencements, dont on parlera sans doute Myriam Revaud-Dallon
C'était un de vos ouvrages, je crois. Merci au Grand Continent donc, de permettre cette discussion, ces discussions croisées qui sont fondamentales entre les lieux de savoir et les lieux de pouvoir pour tenter de définir les nouvelles voies de la responsabilité et de l'action politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Jean.